Cette vidéo est consacrée à la seconde partie des rappels anatomo-histologiques. Dans la circulation pulmonaire, à l'inverse de ce qu'on observe dans la circulation systémique, les artères véhiculent du sang déoxygéné et apparaissent par convention en bleu sur le graphe à l'écran. Les veines pulmonaires véhiculent quant à elles du sang réoxygéné, représenté ici en rouge. Au départ du tronc de l'artère pulmonaire, prenant naissance à la sortie du ventricule droit, les artères pulmonaires se ramifient de manière grossièrement superposable à la ramification des voies aériennes. Sur une coupe histologique, on reconnaît toujours une artère ou une artériole accompagnant une bronche ou une bronchiole. Ces vaisseaux donnent finalement naissance aux capillaires pulmonaires qui encorbellent les alvéoles et dont nous avons parlé au chapitre précédent. Les capillaires pulmonaires se collectent dans les veines pulmonaires qui elles-mêmes se collectent dans 4 gros troncs veineux qui s'abouchent dans l'oreillette gauche. Une partie des structures pulmonaires, essentiellement les voies aériennes, sont irriguées par du sang artériel en provenance de la circulation gauche systémique au départ des branches provenant soit directement de l'aorte, soit d'artères intercostales. Ces artères bronchiques peuvent être à l'origine d'hémoptysies, c'est-à-dire des expectorations de sang. Les veines collectant le sang en provenance des voies aériennes n'ont pas la même destination. En effet, celles collectant le sang en provenance des plus grosses voies aériennes s'abouchent dans la veine azygos et finalement la veine cave supérieure, comme on l'attend normalement pour du sang en provenance de la circulation gauche. Par contre, les veines collectant le sang en provenance des plus petites voies aériennes périphériques vont s'aboucher dans les veines pulmonaires. Et il s'agit donc de sang en provenance de la circulation systémique qui va participer à ce que l'on appelle le shunt droit-gauche anatomique, dont nous reparlerons plus tard. Le shunt droit-gauche représente du sang veineux systémique déoxygéné qui va court-circuiter la circulation pulmonaire et se retrouver dans le cœur gauche sans avoir été réoxygéné. La paroi thoracique est constituée d'éléments osseux, les côtes, les vertèbres dorsales, le sternum, d'éléments cartilagineux, essentiellement les cartilages sternocostaux, et d'éléments musculaires, les muscles intercostaux et surtout, à la partie inférieure de la paroi thoracique, le diaphragme. Le diaphragme est le muscle inspiratoire principal, mais d'autres muscles participent à la respiration en permanence ou uniquement dans certaines circonstances où la demande ventilatoire augmente. Ces muscles ont des insertions sur la paroi thoracique. Certains ont une action inspiratoire et sont actifs même au repos comme les scalènes, d'autres muscles inspiratoires sont quant à eux recrutés en cas de demande ventilatoire majorée ou lorsque le diaphragme est déficient. On parle ici des muscles sternocléidomastoïdiens ou des trapèzes. Les muscles expiratoires principaux, inactifs au repos chez un sujet normal mais qui sont recrutés lorsque la demande ventilatoire augmente, sont essentiellement les muscles abdominaux. Le diaphragme a une innervation très particulière, dépendant des 2 nerfs phréniques, innervant chacun un épidiaphragme. Les nerfs phréniques prennent naissance des racines cervicales C3 à C5. Ils ont un long trajet cervical et thoracique paramédiastinal qui les rendent vulnérables à des traumatismes ou à des compressions par des processus expansifs. L'anatomie du diaphragme est assez particulière et explique son action mécanique complexe. Il peut grossièrement être séparé en une partie horizontale, essentiellement tendineuse, appelée dôme diaphragmatique, et une partie verticale, essentiellement musculaire, correspondant grossièrement à ce que l'on appelle la zone d'apposition, car apposée à la paroi interne de la paroi thoracique inférieure. Le diaphragme a des insertions multiples
Il s'insère en particulier à la partie inféro-interne des 6 dernières côtes. On peut diviser l'action mécanique du diaphragme en 3 grandes composantes contribuant chacune à augmenter le volume du thorax à l'inspiration. La première composante est la composante d'abaissement. Elle est liée au raccourcissement de la zone d'apposition lors de la contraction diaphragmatique. Cette composante va abaisser le dôme dans un mouvement de piston crânio-caudal, ce qui agrandit le volume thoracique dans son axe vertical. La deuxième composante est la composante appositionnelle. Elle est liée à l'augmentation de la pression abdominale, elle-même secondaire à l'abaissement du dôme diaphragmatique qui comprime le contenu abdominal. La zone d'apposition étant en contact par sa face interne avec le contenu abdominal, avec la paroi thoracique par sa face externe, cette augmentation de la pression abdominale va augmenter les dimensions du thorax à sa partie inférieure dans son diamètre transversal. La troisième composante est la composante insertionnelle. Elle est liée à l'effet du raccourcissement de la zone d'apposition qui, prenant en quelque sorte appui sur le dôme qui comprime le contenu abdominal, va imprimer un mouvement en anse de saut aux dernières côtes. Ce mouvement soulève les côtes vers le haut et l'extérieur et augmente également les dimensions transversales de la partie inférieure du thorax. Il dépend de manière critique de l'orientation de la zone d'apposition, des insertions sur les côtes et des articulations vertébrocostales qui participent également à ce mouvement en anse de saut des côtes inférieures à l'inspiration. Ces trois composantes surviennent en fait en mouvement et impriment à la cage thoracique un mouvement que vous pouvez mieux comprendre sur la petite vidéo en 3 dimensions dont le lien s'affiche sur l'écran. Comme nous le rediscuterons plus tard, l'augmentation du volume thoracique à l'inspiration entraîne une diminution de la pression intra-alvéolaire et intrapleurale responsable du débit inspiratoire qui permet la ventilation alvéolaire essentielle à l'hématose. Cette diminution de pression tendrait à diminuer la taille du thorax à sa partie supérieure si d'autres muscles comme les scalènes, qui soulèvent les 2 premières côtes vers le haut, ou les intercostaux, qui stabilisent la paroi thoracique, ne participaient pas eux aussi à augmenter le volume du thorax durant l'inspiration. La plèvre est la structure d'interface entre la paroi thoracique et le poumon. Elle comporte 2 feuillets. Un feuillet pariétal accolé à la paroi thoracique et un feuillet viscéral accolé au poumon et qui enveloppe les 5 lobes pulmonaires, définissant ainsi des scissures interlobaires composées de 2 feuillets de plèvre viscérale. Les 2 feuillets de la plèvre, viscérale et pariétale, sont séparés par un espace que l'on peut considérer comme virtuel, rempli d'un fin film liquidien qui assure par force cohésive l'accollement des 2 feuillets pleuraux. Il règne dans l'espace pleural une pression négative. En effet, comme nous l'étudierons au chapitre consacré à la mécanique ventilatoire, la plèvre solidarise 2 structures, la paroi thoracique d'une part, le poumon d'autre part, dont les propriétés élastiques et en particulier le volume d'équilibre sont différents, plus petits pour le poumon, plus grands pour la paroi thoracique. Ceci génère des contraintes mécaniques et une pression négative dans la plèvre. Vous le comprendrez mieux après avoir étudié le chapitre sur la mécanique respiratoire. La pression intrapleurale est en moyenne de -5 cm d'eau, mais il existe en position debout un gradient de pression décroissant de la base au sommet du thorax, lié essentiellement à la gravité. La pression étant de l'ordre de -3 cm d'eau à la base du thorax, de -10 cm d'eau au sommet du thorax. Cette pression pleurale négative est transmise via les septa alvéolaires aux attaches alvéolaires à la paroi des bronchioles qui tend ainsi à maintenir ces petites voies aériennes bien ouvertes.
À l'inverse de la plèvre viscérale et de l'ensemble des structures pulmonaires, la plèvre pariétale est munie de fibres nerveuses sensitives pouvant être à l'origine de sensations douloureuses.